Bonjour et bienvenue pour ce numéro hors série du Journal des Biotech et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Pier Vincenzo Piazza, directeur général d'Aelis Pharma. Bonjour Pier Vincenzo. Bonjour Laurent, merci de m'avoir ici. Alors Aelis Pharma, biotech introduite en bourse début 2022 qui développe des candidats médicaments de la classe des CB1 et SSI pour le traitement des troubles liés à la consommation excessive de cannabis et de certains déficits cognitifs dont la trisomie 21. Pier Vincenzo, actualité la plus récente pour Aelis qu'on a, c'est l'analyse finale de l'étude de phase 2B dans les troubles liés à l'usage excessif du cannabis avec votre actif AEF 117. Alors, on s'est déjà parlé à plusieurs reprises au sujet de cette étude. On savait plusieurs choses. On connaissait la bonne sécurité, la bonne safety du produit. Malheureusement, absence statistique d'efficacité sur la population générale de l'étude. Mais à l'époque, vous m'avez dit, il va falloir qu'on creuse un peu plus loin. Il y a une étude où il y a pas mal d'enseignements à tirer, plusieurs choses à regarder. On a aujourd'hui les résultats finaux. Justement, quels enseignements additionnels ils nous apportent? Alors, plusieurs. Plusieurs. Mais je vais essayer d'être les plus synthétiques possible. Voilà, synthétique possible. Donc, d'abord, deux mots sur la safety, sur la sécurité, parce que bonne tolérance. Bonne tolérance, mais on a regardé de façon plus précise tous les stigmates des antagonistes du récepteur CB1, donc les molécules avant les nôtres et auxquelles on veut se substituer. Et donc, c'est les idées suicidaires, la dépression, l'anxiété et les troubles du sommeil. Et là, nos composés n'ont aucun de ces effets indésirables. Donc, au niveau des idées suicidaires et des comportements liés au suicide, on a zéro sur toute l'échelle. Ça, c'est important, effectivement. Aucune perturbation du sommeil. Pour la dépression, on a une tendance à la baisse, donc à la place qu'une augmentation, on baisse. Et pour l'anxiété, on a une baisse presque significative. Donc, pourquoi c'est important? Parce que ça démontre que nos molécules tiennent la promesse d'être les premiers inhibiteurs du CB1 qui n'ont pas des effets indésirables en général, mais qui surtout n'ont pas d'effets indésirables psychiatriques. D'accord. Après, le deuxième enseignement, c'est que nous avons finalement des données quantitatives, les mesures exactes de ce qui s'est passé. Alors, sous la population générale de l'étude, on a trouvé un effet presque significatif sous le nombre de jours de consommation par semaine. D'accord. Qui diminue d'à peu près 11%. Et sous les critères principaux de jugement, que c'était la proportion des patients qui ne consommaient pas plus qu'un jour par semaine. Il faut savoir que c'est des personnes qui consomment entre 6 et 7 jours par semaine. On a un doublement de la proportion de ces patients chez la F117 comparé au placebo, mais qui n'est pas significatif, et on passe à 2 fois plus pour ceux qui arrivent à l'abstinence. D'accord. Alors, pourquoi, au dépit du fait que c'est des effets d'une amplitude significative, ne sont pas statistiquement significatifs? La raison fondamentale, c'est que ce que nous avons trouvé dans cette étude, c'est que la réponse du placebo que vous utilisez pour calculer le nombre de patients qu'il vous faut pour voir un effet, était beaucoup plus basse que dans toutes les études précédentes, qui sont quand même des études académiques, faites et surtout monocentriques. Et on arrive à l'expliquer, ça? Nous pensons d'y être arrivés. Donc, ce qu'on a fait, on allait regarder la motivation des patients arrêtés. Donc, quand on les inclut, on fait passer un test qui sert à mesurer combien ils ont vraiment envie d'arrêter. Et on s'est rendu compte qu'il y avait que 25% de la population totale des patients qui avaient vraiment envie d'arrêter ou de réduire de façon très importante leur consommation et qui étaient engagés dans un parcours thérapeutique. D'accord, donc 25% sur la population de l'étude. Et le reste était un peu... C'était moins évident, on va dire. Une grosse partie touriste, je dirais, et une autre partie pas très motivée. Alors, avant de vous dire les résultats, comment on explique ça? Pourquoi? Alors,
Par rapport aux Européens, ce n'est pas facile à expliquer parce que la façon dans laquelle on recrute aux États-Unis est très différente de celle en Europe. En Europe, on va recruter dans des centres spécialisés, dans ce qu'on appelle les filières actives, à savoir c'est des patients qui sont déjà dans un parcours thérapeutique. Oui. Aux États-Unis, on recrute avec la publicité dans les métros, dans les journaux, et les centres n'ont pas de filières actives. D'accord. Et en plus, il y a l'habitude, pour toutes les addictions, de payer la participation à l'étude. Alors, il y a une incentive financière, quoi. C'est ça, une motivation financière. Ouais. Les seuls problèmes de lesquels, là, maintenant, on s'est rendu compte en regardant combien les patients consomment par jour et tout ça, on se rend compte que pour l'héroïne ou les opioïdes, ce qu'on donne aux patients, c'est négligeable par rapport à combien eux, il faut qu'ils dépensent pour s'acheter la drogue. Dans le cas du cannabis, qui est beaucoup moins cher, ça lui paye pratiquement la consommation pendant l'étude. Ouais, c'est ça, de la durée de l'étude. OK. Donc ça va être quelque chose à modifier dans les études successives. Donc quand on regarde cette population... Donc les 25%, oui, ça veut dire très motivés pour arrêter, pour le dire simplement. Voilà. Alors, d'abord, ce qu'on voit, c'est surtout des patients avec une addiction sévère. Alors ça, ce n'est pas étonnant, parce que plus vous êtes malade, plus vous avez envie... A priori, motivé d'arrêter. Voilà. Et il y a à peu près 20 patients par groupe, entre placebo et traité. On va multiplier par 2 les effets sous les critères principaux de jugement, qui restent toujours non significatifs, statistiquement, mais parce que là, pour ce type d'effet, on n'a pas assez de patients. 20 patients par bras, ça ne suffit pas. En revanche, quand on regarde les données quantitatives, on a des résultats cliniquement très significatifs, parce qu'on diminue le nombre de jours par semaine de plus de 55%, donc on va de 6 à 2,5. Donc ça, c'est beaucoup, quand même. Et surtout, quand on regarde les jours où vous consommez, combien vous consommez, là, on a une réduction par rapport au placebo de 75%. Donc, on passe de $20 pratiquement à $2,5 par jour. Donc, c'est une réduction très, très... significative. Oui, mais même cliniquement. J'ai un patient qui passe de 6 jours par semaine à 2 jours et demi, et qui dépensait $20 par jour et en dépense plus que 4 ou 5, ben c'est une différence très importante. Donc, quels sont les enseignements de cette étude à la fin? Les premières, c'est que le composé, il est thérapeutiquement actif, même si on arrêtait la significativité du critère principal de jugement. Le deuxième, que c'était quand même l'objectif de l'étude, c'est comment il faut faire les études futures. Oui, pour donc, il faut recruter des gens qui sont engagés dans un processus d'arrêt ou de réduction importante. Et ça, c'est fondamental pour toutes les addictions. On ne peut pas avoir un médicament qui fait le bonheur du patient malgré lui. Il faut une démarche active. Exactement, exactement. Okay. La deuxième chose qu'il faudra qu'on teste des doses plus élevées, parce qu'en fait, les effets les plus significatifs, on les observe à 1 mg, qui était la dose la plus élevée. Il n'y a pas de problème de monter la dose, parce que la sécurité du médicament elle est excellente. Et pendant une période de temps plus longue, parce qu'on observe ces effets, vers les derniers mois de traitement, donc l'étude durait 3 mois. Donc il faudrait faire 6 mois. 6 mois. Alors, 6 mois, c'est la durée normale qu'il faut faire pour mettre un médicament sur le marché. Donc ce n'est pas que dans notre cas, il faut qu'on étudie beaucoup plus long que ce qui est prévu. En gros, c'est la norme. Exactement. Il faut qu'on étudie la norme. Et le deuxième point, c'est que c'est une bonne validation de notre classe pharmacologique. Bon, il y a quand même ce fait, si j'étais un petit peu critique, en tout cas Indivior, qui était votre partenaire,
qui a finalement pas exercé son option sur le produit, qui est même passé récemment sous les 5% de capital d'Aelis. Moi, si je suis investisseur, je me dis, est-ce que c'est pas un désaveu du potentiel d'AEF 117 ? C'est une très bonne question. Merci. Donc, d'abord, il faut clarifier cette histoire de l'option. L'option était organisée pour que Indivior prenne une licence et paye 100 millions d'euros pour un produit prêt à rentrer en phase 3. Donc, l'effet que dans ces conditions où c'est très probable qu'on refasse une phase 2, qu'ils ne veulent pas exercer l'option, je dirais c'est normal. D'accord. Parce que... C'est pas l'état d'avancement pour lequel ils avaient signé. Exactement. Exactement. Après, est-ce qu'ils abandonnent complètement le projet? C'est une possibilité, mais aujourd'hui, on continue à discuter avec eux et avec d'autres pour avancer ces projets. Donc, l'effet qu'ils n'exercent pas l'option, ça ne veut pas forcément dire qu'ils abandonnent complètement le projet. Ils abandonnent la valorisation du projet. À l'instant T, en fait. À l'instant T. L'histoire des ventes des actions, ça, c'est un choix qui a été fait par leur CEO précédent, je ne sais pas si vous savez, Indivior, il est un peu dans une phase de réorganisation. Comme pas mal de pharma. Oui. Voilà, et donc ils attendent les nouveaux CEO. Je pense que ça va être aussi important pour se déterminer. C'est un choix qu'ils ont fait, sous lesquels, moi, je dirais, je n'ai pas de commentaires, mais c'est un choix plutôt du côté financier que du côté R&D. Du côté de la recherche. Voilà, la recherche clinique. Dans cette société, ils sont quand même assez séparés. Bon, vous le disiez, on continue à discuter avec Indivior et peut-être avec d'autres partenaires. Là aussi, il y a des discussions en cours. D'accord. Actives. Ça dépend quelle est la définition d'actif. Je pense que les moments où on discute avec des gens, c'est des discussions actives. D'accord. Donc, vous savez, le monde de l'addiction, c'est quand même un petit monde. Mais bon, on discute avec plusieurs partenaires potentiels. Aujourd'hui, quelles sont pour vous justement les conditions qui doivent être réunies pour reprendre le développement d'AEF 117 et comment ça pourrait se dérouler concrètement? Vous avez déjà donné des pistes, ce serait remettre sur pied une phase 2? Oui, alors, donc d'abord, il nous faut trouver, soit refaire un partenariat avec Indivior, soit trouver un autre partenaire. D'accord. Aujourd'hui, dans notre business plan, l'argent pour refaire une phase 2 n'est pas là. Notre possibilité, ça peut être refaire une augmentation de capital spécifique pour financer cette étude. Pour financer cette étude. Après, ça dépend du partenaire et les risques qu'il veut prendre. L'approche, disons, de sécurité, c'est de refaire une phase 2. Mais bien sûr, on perd du temps. Donc refaire une phase 2, vous l'avez dit, avec une population, si j'ai bien compris, mieux définie, peut-être des doses un peu plus fortes. Oui, non, sûrement. Sûrement des doses plus fortes et sûrement une période d'observation plus longue de 6 mois. À savoir la même période qu'on devrait faire pour une phase 3. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est d'aller directement en phase 3 et gagner du temps. Mais bon, ça, c'est quelque chose à décider avec la personne qui est prête à continuer le développement après. Bon, on surveillera, on verra comment ça évolue. Mais il n'y a pas qu'AEF 117. La dernière fois, vous étiez venu sur le plateau. À l'époque, c'était pour évoquer l'étude de phase 1-2 avec AEF 217, cette fois-ci dans la trisomie 21. Un petit rappel, synthétique, là aussi, sur ce qu'il fallait en retenir. Alors, bon, d'abord, deux choses. La première chose, que aussi AEF 217, il est très bien toléré. En gros, c'est le nombre et la fréquence d'effets indésirables entre placebo et traité, c'est la même. Donc, on n'a pas identifié d'effets indésirables spécifiques aux médicaments. Même dans une population beaucoup plus fragile, comme les personnes avec trisomie 21, et là encore, tous les effets psychiatriques indésirables des inhibiteurs CB1, ils ne sont pas. Donc ça confirme sous deux molécules... Le bon profil de tolérance des deux actifs. Voilà. Oui.
Après, pour la première fois, on a trouvé un effet sous ce qu'on appelle les comportements adaptatifs. À savoir, c'est mesuré avec une échelle, c'est l'échelle des références, qui mesure la capacité de communiquer, de s'adapter à la vie de tous les jours, de socialiser. Et dans tous ces trois domaines, on trouve une amélioration, surtout dans la capacité de s'exprimer, dans la capacité de s'occuper de soi-même et dans la capacité à établir des relations interpersonnelles. Donc ça, c'est considéré vraiment une première, parce que jamais personne n'était arrivé à trouver des effets significatifs avec cette échelle. Je pense qu'une des raisons, c'est aussi, nous, on est quand même assez innovant dans pas mal de trucs. On a aussi modifié, on a fait une analyse de cette échelle plus rationnelle avec de nouveaux paramètres qu'on va aussi utiliser dans le futur et qui sont mieux adaptés pour voir ce type d'amélioration. Voilà, donc là, si on prend 117 et 217, je pense que, encore une fois, je pense, ça montre que cette famille de molécules a changé des niveaux de risque. Alors, je vais essayer d'expliquer pourquoi. Et justement, c'est quoi quand même les prochaines étapes pour 217 ? Alors, prochaine étape, phase 2 phase 2, multicentrique, 10 centres, 3 pays. Oui. Qui pourrait commencer quand ? Alors, c'est toujours compliqué de donner une date exacte. On espère, nous, entre fin du troisième trimestre et début du quatrième. Ça ne dépend pas vraiment que de nous, parce que nous, on a déjà choisi tous les centres cliniques, on les a tous validés, on a déjà fait plein de réunions de lancement. Ça dépend des retards administratifs, retards potentiels. Au bon déroulement. Au bon déroulement des autorisations administratives avec l'Europe. Des fois, c'est un peu compliqué de savoir exactement. Pour des premiers résultats qu'on pourrait espérer quand ? Si tout déroulait parfaitement. Fin de l'étude, fin 2026, résultats qu'on pourrait communiquer, tout fin 2026 ou tout début 2027. D'accord. Là aussi, est-ce que dans cette indication, il y a des discussions avec un partenaire ? C'est actif. C'est actif, avec plusieurs partenaires. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons l'argent, ça on l'a toujours dit. Pour financer cette étude. Voilà. Donc pourquoi on cherche un partenaire ? La raison pour laquelle on cherche un partenaire, c'est pour pouvoir faire, nous croyons beaucoup dans cette molécule, qui a vraiment des effets qui sont assez intéressants, surprenants dans le sens positif, et donc on voudrait, et qui peut être utilisé pas que dans la trisomie 21, mais dans d'autres indications. Mais même si on veut accélérer le développement de la trisomie 21, on a besoin d'un partenaire qui peut nous permettre de faire comme on a fait avec 117. Vous savez, tout le monde se focalise sur les études cliniques, mais il y a énormément de choses qu'il faut faire à côté et qui coûtent presque aussi cher que les études cliniques. Donc on veut avoir un partenaire pour faire un développement plus solide et créer encore plus de la valeur. Parce qu'à la fin, ce n'est pas le partage de la valeur qui est important, c'est la valeur qu'on crée. C'est mieux de partager quelque chose qui a beaucoup de valeur, et donc plutôt que... Bon, il y a ces deux actifs, puis il y a aussi une autre partie de l'activité d'Aelis, c'est la plateforme propriétaire pour identifier et caractériser de nouveaux composés. Est-ce qu'on peut s'attendre à des annonces là aussi en 2025 ? Oui, donc déjà, je pense qu'on a déjà, on va annoncer, je pense qu'on a déjà annoncé que cette plan d'activité, il avance bien. Et donc on commence à rentrer dans un développement précoce, 3 nouveaux composés. D'accord. Et donc on devrait avoir avant de la fin de l'année plus de visibilité sur leurs effets. Et nous avons comme première
objectif, l'obésité et les maladies métaboliques. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier que la première indication pour laquelle ont été développés les antagonistes CBA, c'était l'obésité et le diabète. Ils ont été arrêtés à cause des effets indésirables. D'accord. Maintenant, nous avons résolu ce problème. Et donc, pourquoi pas lui faire retrouver sa première indication? Voilà, dans un marché qui, comme vous savez, il est très, très, très actif, avec beaucoup de recherches de nouvelles molécules dans cette indication. Donc, ça serait quand même dommage de s'en priver. Voilà. On termine. Aelis affichait une trésorerie de 14 millions d'euros. C'était au 31 décembre 2024. Où on l'a dit, visibilité financière jusqu'à fin 2026. Qu'est-ce que ça couvre en termes de développement à faire pour Aelis? Déjà, cette étude de phase 2 avec EF217, comme vous l'avez dit. Oui, exact. Donc, il y a ça. Et il y a aussi ce développement préclinique des nouvelles molécules. Bon, voilà. Donc, pour ces deux actifs, peut-être des annonces sur des partenariats pour EF117, AF217 et de nouveaux composés en 2025 pour Aelis Pharma. Merci beaucoup, Pier Vincenzo Piazza. Merci Laurent. Merci de m'avoir invité. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.